ça facilite. Après, évidemment, ce petit début là, mais il n'y a rien de formel, quoi. Salut, mon cher Dimitri. Salut Christophe. Écoute, je suis vraiment reconnaissant de pouvoir papoter avec toi sur ce sujet de la perspective. Comme tu sais, puis en plus, on a un point commun. Je viens de le découvrir dans les quelques minutes d'échange qu'on a eu avant. Mais c'est que tu as un piano à queue aussi. Génial. Voilà. C'est quand même pas tous les jours que j'ai des pianos à queue dans... Deux pianos à queue sur un enregistrement. Voilà, exactement, quoi. Euh, peut-être pour les personnes qui te connaissent pas forcément, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton plaisir dans l'existence, quoi, tout simplement. Hmm, j'aime bien, j'aime bien. Alors, mon travail, ce que je fais, j'entraîne des orateurs et je suis moi-même orateur comme toi, conférencier professionnel, spécialiste de la voix, de l'influence vocale, du leadership oratoire, de la prise de parole de façon générale. Et donc, ça, c'est ma vie d'aujourd'hui. Et au départ, j'étais chanteur lyrique, comédien. J'ai aussi été metteur en scène, j'ai aussi fait de la photographie, de la peinture. Enfin, en gros, j'ai exploré beaucoup l'art depuis que je suis tout petit. Et c'est de cet endroit-là que je suis devenu la personne que je suis devenu aujourd'hui. Et mon travail aujourd'hui s'est construit grâce à ce parcours-là. Mais au départ, mon rêve enfant, c'était de devenir chanteur lyrique. Voilà. Ça, tout est parti de cet endroit, du plaisir du chant, de la passion pour le chant, remarqué par ma mère, par des professeurs et qui a été alimenté toute mon enfance, jusqu'ensuite, après le bac, rentrer au conservatoire. Et donc là, il y a toute une histoire. Ah, je sais pas, malheureusement, si vous avez le temps de raconter toute l'histoire, Non, mais j'ai cru comprendre que tu avais quelques anecdotes un peu peut-être atypiques sur ce sujet, parce que, bah, tu sais, comme on se connaît depuis quelque temps déjà, moi, ce qui me semblait être intéressant, c'est que je vois bien que ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous bloque, ce qui coince éventuellement, c'est que souvent, on est un peu centré sur une seule manière de voir les choses, de voir le monde et de se voir aussi nous-mêmes. Et, tout à fait. et qu'on est raccord pour comprendre, en tout cas, que ce qui fait la différence, ce ne sont pas les faits, les événements, mais c'est vraiment l'histoire qu'on se raconte. Et donc, par quel angle de vue est-ce qu'on aborde les choses, tout simplement? Ça m'est arrivé de te citer, tu sais, en conférence. Ah oui, ah Et mince. avec ta photo, je t'avais pas dit, hein, photo et citation, ce n'est pas ce qui vous arrive qui est important, mais c'est qu'est-ce que vous en faites. Ouais, c'est ce qu'on en fait. Alors, j'ai pas la citation exacte, mais je sais que c'est ça l'idée. Et c'est pour moi, ça, ouais, ça correspond à ça. C'est l'idée de ce changement de perspective, c'est là en fait. C'est euh, chaque chose qu'on vit peut nous permettre de devenir plus grand, de devenir, d'évoluer, et quel que soit ce qu'on vit. Ça peut être comme toi, tu as des maladies, des choses difficiles, des choses compliquées, des choses qui sont de l'ordre de la souffrance, ou physique, ou émotionnelle, ou spirituelle. Et en fait, la question aussi, c'est à quel point, pour moi, dans ce changement de perspective de base, c'est à quel point je considère que ce qui m'arrive, je le subis seulement, parce que tu subis ta maladie, certes, mais c'est à quel point je me soumets à la soumission de ce qui m'arrive, ou je fais quelque chose de ce que je subis. Et du coup, je deviens acteur de ma réceptivité de ce que je subis, en fait. Parce que on subit les choses dans la vie. Tu as tes maladies, tu les subis, la mort de proches, les burn-out, j'en sais rien dans le professionnel. Donc, il y a toutes ces choses qu'on subit. Et même, on subit le fait de devenir parent la plupart du temps. Je veux dire, c'est pas, ah tiens, oui, il y a tous tes processus parfois pour devenir parent, mais souvent, ça arrive comme ça. La femme avec qui tu es, ou elle tombe enceinte, si on est une femme, on tombe enceinte. Et puis, bon, bah, on décide de le garder, d'accord, mais on subit. Enfin, il y a quelque chose de. Tu t'es embarqué dans le chemin. Donc voilà, donc pour moi, c'est aussi ça, c'est la base du changement de perspective, en tout cas dans ma vie, et aussi dans ce que je vois de vraiment positif, ça part de ça, de cette idée de, ok, je subis des choses, mais qu'est-ce que j'en fais? Et tu m'inspires aussi beaucoup sur ça. Alors pour te partager les anecdotes, donc comme j'ai dit tout à l'heure, je voulais devenir chanteur lyrique. Mm. Tout me menait à ça. Quand j'avais presque 21 ans, donc je travaillais avec Janine Rice, qui était la chef de chant de Maria Callas.
il y avait beaucoup d'espoir sur moi et en moins de 3 ans, j'étais arrivé à la fin du conservatoire, conservatoire régional de Paris. Et donc, il me restait 1 an à tirer avant d'avoir mon diplôme. Je commençais à penser à me préparer au conservatoire national. J'en parlais avec Janine, avec qui je travaillais depuis 2 ans et demi, et elle me dit, il faut que tu ailles voir ce professeur-là, il est incroyable, tu vas voir. Et lui, il va te permettre d'aller plus loin. Donc, je rencontre le professeur en masterclass un été en Savoie, en Haute-Savoie même, Ah, à Val d'Isère. Et, merveilleux. euh, et il est incroyable. Il est vraiment, c'est un mec, il était charismatique, il avait que ses élèves, et c'était que des filles, des femmes. Et donc je les écoute pendant toute la journée, je passe à la fin de la journée, et le niveau est incroyable. Donc le logos est fou, lui, Mhm. son ethos bâti par Janine Rice, plus lui, sa présence, waouh! Et puis le pathos arrive à la fin, quand je chante devant lui, au bout de 3 minutes, il me fait faire des vocalises, il me fait retourner à des vocalises, parce que je chantais baryton. Il me fait faire des vocalises et il me fait monter sur des notes qui ne sont pas dans la tessiture de baryton, mais qui sont dans la tessiture de ténor. Et Oui. donc là, d'un coup, il me fait un changement de perspective. Il me dit, mais en fait, Dimitri, t'es pas baryton, t'es ténor. Et étant donné son ethos, son logos, et puis il a touché là un truc qui était un rêve chez moi. En fait, moi, je rêvais d'être ténor parce que j'avais un rêve de grandeur dans l'opéra. Et les ténors, c'est quand même ceux qui sont en haut de l'affiche. Voilà, c'est ceux dont on se souvient. C'est ceux qui, en plus, la voix de ténor, il y a quelque chose qui, moi, m'attirait davantage aussi d'un point de vue, j'écoutais davantage des ténors que des barytons. Ok. Et donc, il appuie au niveau du pathos et il me dit, bah, voilà, en fait, tu peux être ça. Et donc je jette d'un coup, je dis oui à lui, tu vois, à sa parole, et je jette d'un coup tout mon répertoire, toutes mes années de baryton, j'avais quasiment 7 ans parce que j'avais changé de voix muet entre soprano quand j'étais petit à baryton, basse, Mhm. quand j'avais 13 14 ans. Donc ça faisait 7 ans que je chantais dans ce répertoire, que j'avais tout un répertoire, et comme je te disais, j'allais finir le conservatoire. Et donc Ouais. je change de perspective avec lui, et je repasse en première année de premier cycle dans un autre conservatoire en le suivant, tu vois. Et j'arrête et je coupe avec tous les autres professeurs que j'avais eus parce que je me suis dit, mais pourquoi eux, ils n'ont pas vu que j'étais ténor? Et j'ai suivi le parcours avec lui. Et au bout de 7 ans, je repasse le concours pour avoir l'examen. Ouais. Et je chante, c'est 40 minutes de programme. Je chante, je suis très content, lui il est content, les gens qui me connaissent dans la salle sont contents, j'attends le verdict. Le verdict tombe et là, le jury me dit, bah, vous avez été super Dimitri, franchement vous êtes un artiste indéniable, on a apprécié vous voir sur scène, mais, pour nous c'est clair, vous n'êtes pas ténor, vous êtes baryton. Et Ah. quand ils m'ont dit ça, d'un coup, en fait c'est pareil, retournement du changement de perspective, mais simplement, quand ils m'ont dit ça a tellement résonné avec quelque chose que je savais en moi, tu vois. Et ça je trouve, c'est ce moment tellement puissant quand tu rencontres quelqu'un et qui te dit exactement ce que tu sais, mais que tu n'oses même pas te dire à toi-même. Ouais. Et on a tous ce pouvoir-là, de dire à quelqu'un quelque chose et qui fait oh, la vache, tu me dis le truc mais je le sais en fait. Mais Ouais, vous merci. savez, quoi. Et merci pour cette parole. Et ça, encore une fois, c'est un changement de perspective. Et donc là, ils me font changer de perspective en me disant, bah, ça fait 7 ans que tu te trompes. Avant, j'avais eu ça, bon, ça fait 7 ans que tu te trompes, et là, de nouveau, on me dit, ça fait 7 ans que tu te trompes. Donc, Sauf que cette fois-ci, c'était pas parce que j'avais face à moi un jury de personnes qui avaient, je sais pas, une persuasion incroyable. C'est juste qu'ils ont tapé un endroit qui était tellement juste, parce que je le savais au fond, mais je n'osais mhm. pas me le dire. Et Mhm. là, j'ai changé de perspective. Et du coup, au lieu de vouloir devenir chanteur lyrique, après, ça n'a plus été ça mon chemin. Ça a été, bah, on peut être à côté de sa voix. On Mhm. peut être à côté de sa vie. On peut être, du coup passer à côté de son rêve. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Parce que vraiment, mon rêve, c'était d'être chanteur lyrique. J'avais un tel plaisir sur le chant, je voulais faire de la musique. C'était ça mon chemin, depuis tout petit. Et donc, passer à côté de son rêve, passer à côté de sa voix VOIE, passer à côté de sa voix VOX, et parler ou chanter à un endroit qui n'est pas l'endroit juste pour nous. Mhm. On peut le faire pendant très longtemps. Et moi, j'avais envie d'aider les gens à ne pas vivre ce que j'ai vécu. Parce que ce qui m'a mené après, c'est que ça a cassé ma baraque. Et j'étais avec une femme que j'avais rencontrée depuis 1 an et demi. Et cette femme, je la quitte alors que je l'aime. Et puis, je faisais du théâtre aussi depuis 7 ans, parce que j'avais voulu développer cette compétence. Et en fait, le théâtre avait pris une part très importante dans ma vie. J'ai joué dans une quinzaine de pièces, j'ai fait du doublage, de la voix off, voilà, toutes ces choses-là. Mais j'ai arrêté parce que
je me sentais pas en adéquation avec l'environnement du théâtre. C'est-à-dire les gens qui font cet environnement. Ouais. Mais en revanche, j'aimais ce métier. Mais donc j'arrête, pareil, et j'arrête tout un tas de choses qui ne sont plus en résonance. Parce que on m'a dit, mais en fait, tu t'es pas écouté avec la voix qu'on m'a dit, là, avec cette phrase, tu n'es pas ténor, tu es baryton. Ça a fait une telle résonance, ça m'a fait tellement changer de perspective que j'ai cassé la baraque sur tout. Et ça a été assez abrupt, même brutal, et ça m'a mené vers quelque chose après qui a été très compliqué. Je Ok. ne vais pas te le raconter là, mais ça a été très compliqué. J'ai une sorte de traversée un peu existentielle du désert, voilà, qui m'ont mené quasiment à l'espace de la folie. Je veux dire, j'aurais pu ne pas. Je suis allé dans la folie, mais j'aurais pu ne pas revenir de cet endroit-là. Mm. J'ai failli me suicider, mais pas par désespoir, mais par espèce de délire, d'extase. Donc je suis allé jusque-là. Et après, je suis revenu. Et en fait, je me suis rendu compte à travers ce chemin que ce qui était important pour moi, c'était pas ce qui m'était arrivé, c'était pas le fait que j'avais raté mon rêve, mais c'était que à travers ça, je pouvais avoir un enseignement et que je pouvais du coup transmettre aux autres quelque chose de bénéfique de ce chemin qui avait été douloureux. Mm. Et donc j'ai eu un changement de perspective qui m'a été aidé par une psychanalyste, une coach, un travail personnel. J'ai refait Vipassana, la méditation, la pratique. Et donc, j'ai aussi changé de regard sur ce que j'avais vécu, sur ce que j'avais, sur l'espèce de aussi. Il y aurait pu y avoir une aigreur aussi de se dire merde, j'ai raté mon rêve, je suis passé à côté. Même j'aurais pu être énervé, en colère contre ce professeur, tu vas dire mais comment, mais à cause de lui, mais comment c'est possible d'avoir des gens comme ça, tu vois. Et en fait, non, non, j'avais pas ça. J'avais waouh, c'est tellement bon d'être à l'endroit juste. Et ça, cette connaissance-là, je la trouvais plus importante que de venir enseigner sur le chant ou de venir, moi, chanter ou de devenir un grand chanteur d'opéra. Je trouvais que le plus important au niveau existentiel de ce que j'avais vécu, c'était ça qui était bon à transmettre. Et donc, j'ai changé de perspective en me disant, mais moi, je veux plus m'inscrire en tant qu'artiste, je veux m'inscrire en tant qu'accompagnant, en tant qu'aidant, en tant que presque, je dirais, soignant, Mm. en tant que une personne qui est comme un guide à un moment donné, tu vois, un guide de montagne. Je sais que toi, tu fais beaucoup de montagne. Et cette personne qui te montre le chemin, mais qui en fait ne fait pas le chemin à ta place. C'est toi qui fais le chemin, mais il te montre, voilà, on va passer par ces étapes, ces endroits, et à des moments, il peut t'aider, à des moments, il peut te soutenir, allez, go, on y va, allez, là, on va voir un truc super, te motiver pour la suite. Ou au contraire, te dire, attention, là, ici, c'est dangereux, il faut que tu fasses gaffe. Là, il y a un gros précipice. Donc voilà, donc, j'avais envie de rentrer dans ça. Et ça a vraiment été ce switch qui, au final, m'a été donné par une phrase, une seule phrase. Et à chaque fois, ça a été une phrase, tu vois, qui m'a Ouais. fait changer de perspective, de voix VOX et aussi de voix. Donc, pour moi, le potentiel, comme tu disais, de nos transformations dans nos vies, il se trouve là. Il se trouve parfois dans une phrase, dans une manière de voir notre vie, dans une manière de voir le monde, dans un changement d'idée, dans un changement de perspective vis-à-vis de nous ou vis-à-vis des autres. Et là, tout peut changer radicalement, comme ça a été pour moi ces deux fois radical. Tu vois. Ah, je te remercie, c'est hyper touchant. Enfin, moi, ça me touche beaucoup, évidemment, cette anecdote-là, pour tout un tas de raisons, mais je te remercie pour ta transparence parce que c'est précieux. Et alors, ça me frappe à plein d'endroits différents. Le premier, c'est qu'effectivement, ça questionne le sujet du rêve. Parce que l'air de rien, on entend quand même assez souvent, il faut suivre ses passions, son cœur, réaliser ses rêves. Et en fait, ce que tu es en train de nous dire, et moi je m'en suis aperçu aussi, c'est que arriver là où on pense qu'on doit arriver, en fait, c'est souvent une fausse piste, quoi. Mm. C'est juste un prétexte pour aller de l'avant, mais on se rend compte que le vrai rêve, il est souvent un peu ailleurs, quoi. C'est pas vraiment ça qui va nous rendre à notre juste place, comme tu dis. Et Ouais, ouais, c'est ça. Pour moi, le rêve, en fait, c'est un moyen. c'est ça? C'est un moyen de nous mettre en mouvement. C'est ce qui nous habite à un moment donné. Parce qu'en fait, le rêve, on peut avoir un rêve un jour et un autre plus tard, tu vois, et il peut se transformer.
Ouais. Et c'est pas mal. Et après, on doit pas, moi, je considère qu'on ne doit pas se sentir coupable de dire, oh, j'ai lâché ce rêve. Oh là là, je suis pas allé au bout de ce rêve. Mais Bah, c'est en fait, clair. non. Non. En revanche, tu vois, aujourd'hui, si jamais tu me disais, demain, tu es sur scène à l'Opéra Garnier Mm. pour chanter dans cet opéra, je te dis, mais oui, avec joie, je le fais. Mais est-ce que je vais te dire, maintenant, à partir de maintenant, ça va être ta vie, et c'est ça que tu vas faire tout le temps? Je dis, non, bah non, non, ça m'intéresse pas. C'est pareil. C'est que mon rêve n'est plus de faire carrière d'opéra. En Mm. revanche, quand je suis en conférence, je chante de l'opéra. Je fais chanter les gens de l'opéra. Il y a cette chose-là où l'opéra est quand même resté quelque chose d'important. Et puis, je sais qu'on me fait le retour souvent. Tu vois, Ouais. t'as une voix tellement, machin, oh, elle est exceptionnelle. Oh, qu'est-ce que c'est vibrant, tu me fais pleurer. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qu'on me dit depuis que je suis tout petit. Donc Mm. je le sais. Mm. Et je sais que ça fait du bien. Donc c'est aussi, moi, ça me fait du bien quand je le fais et je sais que ça fait du bien. En revanche, j'ai pas envie de faire que ça maintenant. Ouais. C'est pas le sens, c'est pas mon opium. Mon opium est ailleurs, tu vois. Mon plaisir, ma joie, mon rêve, il est beaucoup plus dans la transformation du monde Ouais. que dans juste le plaisir de chanter et de créer des émotions chez les gens, tu vois. Donc, Ouais. c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ma spécialité, à la fois, euh, mon travail, c'est d'aider chaque personne à pouvoir avoir sa voix. Soit je le fais à travers une conférence inspirante, soit je le fais à travers une masterclass, soit je le fais à travers un séminaire qui va très profond dans la libération de la voix, dans tous les sens du terme. Pas simplement la libération du son, quoi. Pas simplement, on va faire des vocalises et je vais libérer ton instrument. Mais la libération de la voix dans le sens, ma voix, moi, en fait. Ouais. C'est quoi ma voix, c'est quoi ma parole. Donc c'est permettre que quelqu'un puisse se sentir pleinement dans sa voix, parce que je sais ce que ça coûte et ce que ça peut coûter de ne pas être à cet endroit-là. Ça, c'est mon sens. Et l'autre, c'est aider à ce que la voix de chaque personne qui le souhaite puisse avoir le maximum d'impact d'un endroit qui est juste. Et ce que je crois, c'est que quand on est ajusté, non seulement dans ce qui est juste pour nous, mais aussi on en a parlé avant, cette idée de, bah, en fait, moi je parle, mais je ne sais pas l'effet de ma parole. Je ne sais pas comment je peux transformer ma parole, la faire bouger si j'ai pas quelqu'un en face de moi, toi, qui me dit, ah tiens, c'est intéressant, ça me fait penser au rêve. Ah tiens, je te remercie, c'est précieux. Ah tiens, ça m'a touché. Ah ça m'a un peu gêné, tu vois. Donc là, sur LinkedIn, par exemple, on peut avoir, moi ça m'arrive, de temps en temps, d'avoir des gens qui me disent, ça m'a gêné quand tu as fait ça, tu vois. Quand Ouais. tu as Tout à utilisé fait. ça, quand tu as fait ça. Et je dis, Mm. mais merci de me le dire parce que ça me fait grandir pour ajuster ce que moi je veux faire. Je lance des choses, certes, mais je veux continuer à m'ajuster. Et l'ajustement se fait pas tout seul. Il se fait aussi grâce au changement de perspective donné par la perspective d'un autre. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que ça a provoqué chez toi? Et ça, c'est l'art du feedback. Et tu sais, chez les conférenciers professionnels, il y a l'association, la FCP avant, maintenant les conférenciers professionnels. Et Mm. je sais que on me dit souvent, ah Dimitri, j'attends le moment où tu vas donner le feedback. J'attends le moment où parce qu'on voit des gens passer, tester leurs conférences, Ouais. et j'attends le moment où tu vas donner le feedback parce que ton feedback, il a un truc, waouh, c'est d'une précision, c'est tellement juste. C'est ce que les gens me disent, hein, je veux dire, c'est pas, je reprends la perspective des autres en le disant, hein. Et donc, moi, j'ai une passion pour le feedback, mais cette passion, elle vient de mon parcours. Ouais. Parce que toi, comme moi, toi, tu as été au conservatoire, violon, piano. Moi, le chant, le piano aussi, j'ai fait. Donc, Mm. et on est continuellement, quand on est dans l'art, sur ce feedback, le regard extérieur, le maître qui vient te dire, oui, là, c'est juste, là, attention. Oui, et en plus, il est non seulement feedback, mais en plus, il te donne le conseil ajusté pour te permettre d'aller plus loin. Et donc, c'est cette idée-là de pouvoir avancer aussi avec le regard, la perspective que l'autre me donne. Et moi, ce que je crois aujourd'hui, ce qui me fait le plus grandir aujourd'hui, c'est ça. C'est que, j'essaie de m'ajuster à ce qui est juste pour moi. Hein. Deux, j'essaie de m'ouvrir aux perspectives du monde et ce que ressentent les gens de moi, ceux qui vivent en conférence, le positif comme le moins positif, et d'essayer de choper le plus de perspectives différentes Bien sûr. et aussi, trois, dans mon travail, j'ai une passion. C'est justement de changer moi de perspective. Mm. Parce que je vais accompagner quelqu'un.
un orateur, un conférencier, un dirigeant, un président d'une boîte, j'en sais rien. Même parfois, ça m'est arrivé d'aider des gens pour un discours de mariage. Tu vois, et donc, c'est pareil. Et qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais avoir ma voix? Et comment moi, je vais, à travers le travail avec cette personne, d'une certaine façon, rentrer dans la peau, rentrer dans la voix, essayer de rentrer dans sa voix, dans ce qui est ajusté. Et ce qui est marrant, c'est que je me synchronise un peu, tu vois. C'est Ouais, un peu comme si, je pense que tu connais ça aussi, toi, dans ton travail d'accompagnement. C'est cette sorte de syntonie, on appelle ça en musique. ouais, Donc, je me mets sur le ton ou la vibration de la personne. Et du coup, je vais me mettre à dire des choses. Et parfois, les gens sont bluffés parce qu'ils me disent, mais en fait, enfin, tu peux faire la conférence à ma place. Et j'ai dit, mais non, parce que là, moi, je prends ta voix, je suis comme l'interprète d'un coup de ta voix mm, que je ressens. Mais ça, c'est toi en fait. Juste, je te montre le miroir. ouais, tout à Et fait. ça, je trouve ça génial aussi, parce que quand tu es en conversation avec quelqu'un qui te partage son parcours, son histoire, ses apprentissages, sa connaissance, enfin, moi, je trouve que ça te grandit, ça te grandit, ça te grandit. Et j'ai soif de ça, j'ai soif de ça, et j'adore ça. C'est pour ça que les orateurs me passionnent, et j'aime rencontrer, j'aime entendre, j'aime voir des conférences. Euh, Ouais, j- et, et pour moi, c'est ça en fait. Au final, plus on a cette capacité à rencontrer l'altérité, le changement de perspective vis-à-vis du monde, une autre vision du monde, mm, plus on grandit, nous, dans notre capacité à trouver notre voie. Tu vois, la ouais, justesse de ce que mm, nous, on veut choisir. C'est quoi pour nous la perspective qu'on veut choisir à un mm. instant T? Parce que notre voie, elle est vivante, donc elle est aussi mouvante. Donc dans toi, dans 5 ans, dans 10 ans, moi, je ne sais pas où est-ce qu'on sera. Est-ce qu'on sera toujours vivant? Ça, c'est encore un mystère. Qu'on soit malade ou pas, tu vois, qu'on ait Ouais, un c'est pas bagage. connu pour tout le monde, hein, ça c'est. Exactement, exactement. Et donc le temps qui nous reste, on ne sait pas. Mais si on est vivant, où est-ce qu'on sera? Est-ce qu'on sera dans le même endroit? On vivra tous les deux, toi toujours en Savoie, moi toujours à Paris. Est-ce qu'on sera toujours dans le même métier? Est-ce qu'on le fera de la même façon? Est-ce qu'on le fera pour le même public? Tu vois, moi, parfois, je me dis, mais peut-être que je vais m'engager en politique à un moment, parce que j'ai envie que ma voix ait un impact. Peut-être, c'est une question, tu vois, c'est une Bien sûr, question. bien Pour sûr. l'instant, c'est pas juste, c'est pas ajusté. Mm. Mais peut-être, c'est des idées, tu vois. J'aime beaucoup, Dimitri, le fait que tu parles beaucoup de justesse. C'est un mot que j'apprécie particulièrement et que j'ai intégré, en fait, je sais pas, enfin, ça fait longtemps parce que j'en avais marre de parler, ou en tout cas d'entendre parler, tu sais, souvent avec cette dichotomie de c'est bien, c'est pas bien, c'est mal, c'est... Et en fait, la justesse est quelque chose d'extrêmement personnel, évidemment et qui change régulièrement, quoi. On le sait, quand on accorde un instrument, ça peut être le 440, ça peut être enfin, le diapason n'est pas forcément le même. Ouais, La justesse, elle est relative. Moi, je sais, exactement. quand il y a des grands violonistes, et ben, il y en a certains, quand ils jouent, en fait, les notes sont fausses. C'est-à-dire, certaines notes sont pas exactement jouées à la justesse pile poil comme il faut, mais c'est leur style. Ouais, Et donc, Et donc, je trouve ça beaucoup plus intéressant de se placer effectivement sur ce terrain de la justesse et puis d'aller chercher ce qui sonne, ce qui semble être résonner avec justesse, qui me semble être beaucoup plus pertinent que coller à une ou deux étiquettes ou de faire comme l'autre parce que c'est comme ça qu'il faut faire, etc., etc. Et donc, j'aime exactement. beaucoup. Et Ouais, après, pour moi, cette justesse, elle se trouve à la fois intérieurement, mais elle se ouais, trouve vraiment dans la rencontre ouais, aussi. tout à fait. La rencontre avec le monde, avec différentes pratiques, avec différentes voix, différentes paroles. Ouais, Et plus on est dans cette rencontre, plus nous, dans notre chemin, je sais pas, c'est comme si on augmente nos gammes, tu vois. C'est comme si notre piano, il peut être petit, on peut jouer sur un petit espace, et petit à petit, il devient de plus en plus grand, tu vois. Ah ben en fait, je peux jouer sur tellement de gammes, je peux jouer sur tellement d'espaces, et puis je peux faire résonner comme ça, et comme ci, comme ça. Et après, ce qui m'intéresse aussi, c'est, je dirais que la dissonance mm, et la consonance, ces deux choses-là sont de toute façon intéressantes. La dissonance, elle nous appelle à la consonance. Et c'est des mouvements dans nos vies. Il y a des moments où on rencontre une vraie dissonance. ouais, Mais ça dissonne régulièrement dans nos vies. Ah tiens, là, ça dissonne. Ah, il y a un truc qui dissonne.
Ouais, Pourquoi? Parce que on n'est pas constamment à ajuster. C'est comme le piano, comme les. Je donne aussi souvent cette image, c'est l'orchestre. Ils sont là, bon, imaginons, tu les vois, ils te disent, bon, bah, nous, on s'est accordé il y a un an. ouais. Donc, c'est bon, on peut rejouer là. Eh ben non, non, ils peuvent pas rejouer. Et parfois même, dans un même concert, ils sont réobligés de se réaccorder. Ouais, tout à fait. Parce qu'ils sentent que c'est pas. Là, il y a un problème. Ça bouge. Ça bouge, exactement. Donc il y a ça. Et après, comme tu disais, on s'accorde, mais sur quoi? Mm. C'est quoi la base de notre accord? Donc est-ce que on est sur une gamme qui est donc avec le La à 440, à 415, même maintenant tu pourrais même dire à 432. Enfin tu vois, il y a tout un tas on peut bouger notre base d'accord. Et ça c'est valable pour tout le monde. Ouais, Avec quelle personne, quelle est ma base d'accord en fait? ouais. C'est quoi les choses sur lesquelles je m'accorde de base? On pourrait se dire aussi, là, c'est quoi mon système de valeurs aussi? Tu vois, sur quoi je m'accorde? Complètement. Mais c'est vraiment tu vois, moi, je suis partie sur la métaphore de la grimpe, etc., parce que c'est mon milieu, mais la musique a toujours fait partie aussi de mon ADN. Et sur cette idée d'accord et puis de justesse, j'ai toujours beaucoup aimé l'idée du contre-champ aussi, parce que l'air de rien, tu parlais de feedback tout à l'heure, et c'est vrai que bah, il y a plein de manières de proposer un feedback, et souvent on a l'impression que, comment dire, qu'il s'agit de dire les choses d'une certaine manière, alors qu'on peut très bien apporter justement volontairement un contre-champ, pardon, intéressant, qui apporte justement une autre palette de couleurs qu'on n'avait pas vue. Et moi, je sais qu'à chaque fois que je joue au piano, par exemple, ça me permet je dis c'est mon laboratoire de vie parce que ça me permet d'aller explorer plein de tessitures différentes, plein de variations différentes. Je sais pas, sur une balade de Chopin, tu vois, je m'amuse à essayer de la jouer de plein de manières différentes, de faire ressortir certaines mélodies ou alors certaines notes, ou alors, et c'est jamais pareil en fait. Et donc, il y a beaucoup de choses qui, paradoxalement, peuvent sonner justes, mais ça dépend vraiment de l'instant. Et Ouais. je crois que c'est ça aussi qui est le dénominateur commun, c'est qu'il faut être présent à l'instant et à l'ambiance du moment. Et dans une conférence, à l'ambiance, aux personnes, à comment est-ce qu'elles se sentent à ce moment-là, comment est-ce qu'on ressent la salle, et essayer de s'ajuster au mieux à ça, quoi. Ouais, exactement. Pour pouvoir que notre parole, notre vie, elle soit en accord avec nous Ouais, et aussi en accord avec l'instant, avec notre environnement. Et cette question d'accord, en fait, c'est vrai que c'est une question vraiment générale. Je te ouais. partageais aussi tout à l'heure sur des choses plus personnelles. Mais tu Oui. vois, je parlais de cette femme que j'ai quittée à ce moment-là. Mm. Et pour la raison pour laquelle je l'avais quittée, en fait, on a 12 ans d'écart. Et quand on s'est rencontrés, on a eu un coup de foudre. Mais voilà, je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et on s'est pas revus pendant 3 ans et demi. Et ensuite, on s'est revus. Et le jour où on s'est revus, on s'est mis ensemble, quoi. C'était immédiat. Mais moi, j'avais ce regard vis-à-vis d'elle, comme si je me voyais, je nous voyais dans le regard projeté, que je projetais, que Ouais. pouvaient avoir les autres. Donc, je me changeais de perspective Mm. en me regardant, mais avec un regard qui n'était pas un regard qui était un regard d'accord. Mm. C'était un regard de désaccord, un regard de dévalorisation. Et donc je me disais, mais en fait, qu'est-ce que vont se dire les gens sur moi et sur elle, et qu'est-ce qu'ils vont se dire de moi en fait. Et donc il y avait comme une projection qui en fait était ma propre projection, mon propre regard négatif vis-à-vis de moi, tu vois. Et donc c'est ça que j'ai voulu aussi arrêter quand on s'est séparés. Et ensuite je suis revenu vers elle. Je suis revenu vers elle après 6 mois parce que j'ai fait Vipassana Mm. et que je me suis rendu compte que je l'aimais, que ça c'était le plus grand socle, que la raison pour laquelle je l'aimais, bah, d'une certaine façon, il n'y avait pas de raison, parce que l'amour, c'est une émotion, ça part pas de la tête. Ça part d'un élan qui est au-delà de la tête. Il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Ça part des tripes, du corps, du cœur. Et donc je l'aimais. Ça, c'était la base. Et qu'en revanche, j'ai changé de perspective en me disant, mais en fait, le fait d'être avec elle et qu'on ait cet écart, pourquoi ça devrait être une honte chez moi? Pourquoi il devrait y avoir quelque chose qui me dévalorise ou me déstabilise?
Et pourquoi j'en ferais pas une fierté? Et pourquoi je ne montrerai pas aux autres qu'en fait ce n'est pas une question, que c'est ce qui est, parce Mm. qu'on s'est rencontrés, parce que l'amour est advenu entre nous, c'est ce qui est. Et que oui, c'est peut-être visible qu'il y a une certaine différence, une petite, moins que ce qui paraît, moins que ce qui est réel. Ça paraît moins en général que ce qui est réel. Ouais. Mais en revanche, de me dire, mais en fait, je m'en fiche, je m'en fous. Donc ma perspective a changé. Mm. Et tu vois, et du coup, je suis revenu vers elle avec cet élan d'amour, de prêt, en fait, je suis prêt à m'investir avec toi, non pas simplement par cet élan, mais aussi parce que j'ai accepté le regard et j'ai changé de regard et je me suis accordé avec le fait que je pouvais être avec une femme comme toi, plus âgée, que toi, tu pouvais être avec un homme comme moi, plus jeune, dans une société qui a encore du mal à accepter ce genre de choses. Et que ça pouvait être OK et que moi, je pouvais être en accord avec ça. Et donc, c'est cette question de l'accord, tu vois, pour moi, il se joue au-delà de simplement la sphère professionnelle, mais aussi dans une sphère plus personnelle, dans notre vie au jour le jour, quoi, tout le temps. Et que c'est une question d'écoute, comme un musicien qui joue et qui s'entend en même temps Ouais. dans l'espace. Mais Mm. il s'entend dans l'espace résonantiel. Il n'est pas concentré sur ses notes. Il reçoit en retour, et c'est souvent ce que je dis aussi dans la parole, je dis, quand on parle, il faut se décentrer. Ouais. Euh, mais d'abord, pour pouvoir se décentrer, faut-il encore s'être centré, Mm. savoir ce que je veux dire, à qui je veux le dire, qui est face à moi, qu'est-ce que je veux donner. Mm. Et ensuite, je me décentre. Au moment T, je ne suis que concentré sur l'autre, sur ce que je veux lui donner, ce que je veux lui apporter, sur lui, comment il est, comment il le reçoit. Et du coup, je m'adapte. Je vais pouvoir m'adapter. Et je vais pouvoir adapter ce centre à cette personne qui est là. Et du coup, décentrer ce centre pour cette personne. Ouais. Et donc, c'est cette idée-là. C'est cette idée que, in fine, ce décentrement va me permettre de m'entendre. Je vais m'entendre non pas parce que je suis centré sur moi, mais parce que je suis décentré et centré sur l'autre. Et Ouais. que par l'autre, je vais me réceptionner de nouveau. Et à travers le regard, mais aussi comme parfois je pense que tu as ça, c'est une sorte de vision un peu au-dessus, méta de soi-même. Tout à fait. Mm. Et donc je suis à la fois acteur et spectateur, le paradoxe du comédien, comme disait Diderot. Mm. Et il est dans chaque acte. On peut avoir cette attitude-là à chaque fois qu'on parle, à chaque fois qu'on agit, cette sensation d'être à la fois acteur et spectateur de nous. Et là, d'un coup, on se reçoit d'une façon complètement différente, avec une distance qui fait du bien et qui nous permet aussi de voir comment on est, de nous accepter comment on est et de nous accorder encore mieux à ce qu'on veut être et ce qu'on veut donner. Ah, écoute, c'est magnifique. J'ai rien à ajouter, mon cher Dimitri. On aurait eu plus de temps, je pense que je t'aurais branché sur l'importance, à l'inverse, parce qu'on a beaucoup parlé de justesse et puis d'accord, mais de l'importance du désaccord et puis de la disharmonie, parce qu'évidemment, l'un ne va pas sans l'autre et on peut avoir Exactement. tendance à se fouetter dès qu'on n'est pas juste dans une relation, dès qu'on sent que ce qu'on a dit, ce qu'on a partagé, ça n'a pas été juste, ça n'a pas été en accord avec ce qu'on est, ce que l'autre sent, etc. Et pourtant, c'est important, je pense, de le dire et de le redire encore une fois. C'est parce qu'on est capable de sentir qu'il y a du désaccord qu'on peut justement aller vers un peu plus de justesse et un peu plus d'accord. Et il n'y Ouais, a, pas besoin de souhaiter, de dire ah, j'ai encore foiré, c'était pas bien, c'était pas juste, etc. Ce qui ouais. peut être encore une fois une raison pour prendre le fouet là et voulu. Ouais, c'est ça. Mais la dissonance, le désaccord, nous appelle à l'accord. L'important, c'est pas la dissonance, c'est cette attraction, tu vois, vers l'accord. Et au final, dans nos vies, mais aussi dans nos conversations, dans nos relations, le désaccord n'est pas le problème. Non, Maintenant, c'est voilà. comment on va le rencontrer. Est-ce que on va oser accepter ce désaccord? Si on le refuse, là, c'est le problème. Ouais, tout Mais à fait. quand il est là, il est là. Ouais. Ça sonne pas juste. Maintenant, c'est comment? Est-ce que moi j'ai envie de m'accorder avec toi? Est-ce que j'ai envie de m'accorder avec moi-même? Et c'est ce travail-là de réaccord, parce que la dissonance va toujours arriver. Et elle est même intéressante, c'est ça qui donne du piment à la vie, c'est Ah, ça qui donne évidemment. du piment sur la partition musicale. Ah Quand oui. d'un coup il y a un accord qui est dissonant, en fait, et ça nous pousse à je veux retrouver l'accord. Mm. Ah Bon, là on là. pourrait reparler encore pendant des heures tous les deux. Ah ouais, c'est clair, on manque de temps, hein, mon cher Dimitri, mais
Mais écoute, c'est passionnant. Merci infiniment, en tout cas, pour. Merci à toi. Merci Et- de proposer cet échange et de cette focale sur le changement de perspective que je trouve passionnante ouais. et que tu portes tellement bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, dis-moi rapidement, avant de te laisser, avant qu'on se laisse tous les deux continuer nos journées, où est-ce qu'on peut retrouver un peu, que ce soit tes formations, tes accompagnements, comment est-ce qu'on peut te contacter si on veut Alors, je suis très présent sur LinkedIn Ouais. et ensuite, je suis aussi, j'ai un site internet qui s'appelle La Voix par la Voix, La Mhm. Voix VOIE par la Voix VOX, et où là, il y a tout un tas d'informations qui vont de la conférence au séminaire que je fais, au coaching individuel. Il y a des podcasts sur lesquels on peut me retrouver. Enfin voilà, c'est un peu ma vitrine. Et OK. après, on peut prendre un rendez-vous sur Calendly, 15 minutes pour discuter avec moi et on voit ce qui se passe si on fait quelque chose. Je suis accessible, pas toujours disponible, mais voilà, j'essaie de l'être le plus souvent possible. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de demandes en ce moment, je suis très heureux hein, pour ça. Mais ce Ouais. qui fait que parfois je mets du temps à répondre. Le mieux, c'est de prendre rendez-vous directement sur le Calendly. Eh ben, je mettrai tout ça effectivement dans la description, ton lien sur LinkedIn et puis la voix par la voix, effectivement, ton site. Et on peut m'écrire voilà, sur LinkedIn, me demander en connexion. J'ajouterai chaque personne qui me demandera et un petit message et on peut lancer une discussion. La connexion est lancée. Bon, bah super. Merci en tout cas. Merci Christophe. Bonne Je suis journée. très reconnaissant de te connaître et voilà, moi je suis très heureux d'avoir la chance de connaître une personne comme toi. Tu m'inspires beaucoup et j'espère qu'on va continuer à se voir et se revoir. Bah évidemment, t'inquiète, hein. Compte sur moi. Merci beaucoup, Dimitri. Je À t'embrasse. bientôt. Ciao. Ciao.